Bonjour à tous, je suis Marion et j'ai lancé Agoyamam en mai dernier. Comme une nouvelle destination bien-être, Agoyamam est une invitation au partage d'énergie positive pour prendre soin de son mental. Aujourd'hui, Agoyamam a grandi et Alexandra a rejoint l'aventure. Nous sommes toutes les deux convaincues que le mental, souvent oublié, souvent négligé, est la clé de nos futures réussites. Parce qu'aller au bout de ses rêves n'est pas juste un concept marketing et utopiste. À travers chaque épisode, nous partons à la rencontre d'invités inspirants. Leur point commun à tous, des aventures passionnantes et une force mentale à l'effet coup de boost. Nous espérons que leurs parcours vous feront du bien, vous inspireront au quotidien et vous donneront peut-être l'envie de vous lancer vous aussi. Retrouvez-nous alors très vite sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous ainsi que sur les réseaux sociaux parce qu'une viralité bien-être est toujours la bienvenue pour faire grandir les jeunes projets. On compte aussi sur vous pour mettre 5 étoiles au podcast sur l'application Apple Podcast. Quelques minutes de votre temps suffisent et nous permettent ainsi de faire connaître Agoyamam à un maximum de personnes. Bonne écoute! Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Arthur Guérin-Boëri, un athlète hors du commun, premier homme à nager 300 mètres en apnée, détenteur de 5 titres de champion du monde et de 3 records du monde en apnée dynamique. L'apnée est un sport qui fascine, mais qui reste encore dans l'ombre des médias. J'avais envie de rencontrer Arthur parce qu'au-delà du sport, il vit l'apnée telle une passion et un mode de vie qui porte ses valeurs extrêmement positives. J'avais envie de comprendre et de savoir ce qui se passe alors sous l'eau, ce qu'il se passe dans sa tête, dans son mental, ses émotions quand Arthur retient son souffle, l'air de la vie pendant plusieurs longues minutes. Comment il gère ce contrôle, ce lâcher-prise, comment il gère le dépassement de soi et le travail introspectif sous l'eau, sous l'air et même parfois sous la glace avec des conditions extrêmes. Bonjour Arthur. Bonjour Marion. Alors Arthur, j'aime bien en général quand même laisser mes invités se présenter avec leurs mots afin que ce soit le plus, on va dire, vrai et que ça leur corresponde au mieux. Alors Arthur, qui es-tu? Alors, je m'appelle Arthur Guérin-Boëri, j'ai 36 ans et je suis un apnéiste français. Voilà, j'ai commencé l'apnée en 2011 à l'âge de 26 ans, donc sur le tard. Parce que moi, je suis un enfant des villes, je suis un Parisien, donc je suis pas né la tête sous l'eau comme certains de mes collègues. Donc j'ai commencé l'apnée sur le tard. Bon, c'était quand même un sport qui me fascinait depuis l'enfance. J'ai quand même été voilà, toujours pas mal au contact de l'eau. Mais voilà, étant parisien, j'ai commencé ça assez sur le tard et surtout j'ai commencé ça en apnée indoor, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire en piscine. Voilà, donc je me suis spécialisé dans l'apnée dynamique, on appelle ça comme ça. Donc c'est vraiment la distance à l'horizontale, bien que je pratique aussi l'apnée profonde en mer, hein, mais disons que c'est dans l'apnée dynamique en tout cas que je me suis illustré pendant ma carrière d'apnéiste. Voilà. D'accord. Et alors pourquoi l'apnée t'a toujours fasciné? Alors l'apnée m'a toujours fasciné. J'ai toujours été un peu la tête sous l'eau, moi depuis gamin, hein. On allait beaucoup en vacances à Nice, où je suis né à Nice, hein, mes parents sont originaires de la région ici. Donc on allait souvent en vacances ici, où j'étais souvent dans l'eau, et j'allais aussi beaucoup en vacances en Corse, où j'ai aussi été pas mal au contact de l'élément. Et depuis petit, j'étais très à l'aise, voilà, en fait, sous l'eau et même sous l'eau, sur l'eau. Enfin, c'est vraiment un élément qui me plaît depuis tout petit. Et ensuite, j'ai quand même vu Le Grand Bleu. Hmm. Alors même si c'est un peu cliché, faut dire la vérité, hein, faut dire ce qui est. C'est un film qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai vu la première fois. J'ai dû le voir à l'âge de 10-12 ans. Et cet état d'esprit, voilà, ce personnage incarné par Jean-Marc Barr, le personnage de Mayol, très détaché, très rêveur, très marginal comme ça, me parlait beaucoup. Et c'est vrai que c'est marrant, voilà, je m'identifiais pas mal à ce personnage qui a une vie qui ressemble un peu étrangement à la mienne sur certains points. Bon, en tout cas, voilà, pas forcément
le personnage qui est incarné par Jean-Marc Barr, mais la vie de Mayol, voilà, et en quelques points peut être à peu près similaire à la mienne. Et du coup, je me suis vachement identifié à ce personnage. Voilà, ça m'a trotté dans la tête, comme ça, c'est resté dans ma tête pendant quelques années. Et, à la fin de l'adolescence, je me suis dit, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des clubs d'apnée qui existent? Je pensais être le seul imbécile à vouloir faire ce sport dans un club. Mhm. Et je me suis rendu compte, avec une rapide recherche sur Google, qu'en fait, il y avait des clubs à peu près partout en région parisienne, que c'était un sport qui était en plein développement. Et donc, je me suis rapproché d'un club et j'ai commencé comme ça. Je me suis inscrit. J'ai fait ce qu'on appelle un baptême d'apnée. Et ça a commencé comme ça, en fait. Mais j'ai été, ouais, moi, bon, voilà, donc c'est en grande partie mon contact avec l'eau depuis gamin et le film quand même qui m'a quand même beaucoup marqué voilà, on va dire que c'est ça qui m'a poussé à m'intéresser de plus près à ce sport. Et en fait, en m'y intéressant de plus près, je me suis rendu compte que, que ça me plaisait énormément, j'étais passionné par ça en fait. Et et c'est ça qui m'a lancé, voilà, qui m'a lancé dans cette carrière d'apnéiste professionnel. Voilà. Et tu penses qu'on peut parler de talent? Parce que bon, j'imagine, je comprends le fait que voilà, tu étais souvent en contact dans l'eau, que tu as été fasciné par cet univers un peu mystique. Mais j'imagine que tu étais quand même doué de base, non? Oui, alors bon, l'apnée, ça s'apprend, hein, comme tous les autres sports. Donc, tout le monde peut pratiquer ce sport, progresser, se faire plaisir. C'est absolument pas un sport qui est réservé à une élite d'athlètes, voilà, comme certains d'ailleurs athlètes peuvent le laisser penser. C'est absolument pas un sport élitiste. C'est vraiment un sport accessible à tous. Mhm. Donc je parle là d'apnée loisir, hein, je parle pas de compétition. Après, effectivement, quand on fait de la compétition, voilà, oui, ça demande beaucoup de travail. Il y a vraiment une énorme différence en fait entre l'apnée loisir et l'apnée de compétition. Il y a vraiment un monde entre les deux, quoi. C'est-à-dire que, en tout cas en ce qui concerne l'apnée indoor, ce que moi je pratique, enfin ce que j'ai pratiqué en compétition, il y a vraiment une énorme différence entre l'apnée loisir où on va rester grosso modo dans sa zone de confort, sans trop dépasser, voilà, sans trop se dépasser, et l'apnée compétition où là ça va être vraiment un travail sur soi, de dépassement, de l'envie de respirer, de dépassement de soi, qui va être très intense. Et donc là, effectivement, pour cette poignée de compétiteurs qui existent, oui, il faut avoir certaines aptitudes qui sont pas forcément des grands poumons, comme on pourrait le penser, parce que ça, en fait, c'est pas forcément vrai. C'est surtout des capacités mentales, enfin une certaine combativité, une certaine capacité au dépassement de soi, au fait de sortir de sa zone de confort. Voilà, un esprit combatif. Voilà, une capacité de résilience, voilà, ne pas avoir peur de l'inconnu, réussir à rester dans le relâchement malgré la difficulté. Enfin voilà, tout ça, c'est des qualités qui sont effectivement pas forcément, qui se retrouvent pas forcément chez tout le monde et qui sont nécessaires pour pratiquer l'apnée en compétition. Voilà. Mhm. Et après, c'est aussi des caractéristiques qui peuvent s'apprendre, hein, ça aussi. C'est-à-dire que on ne naît pas forcément avec une combativité extraordinaire, mais c'est quelque chose qui peut s'acquérir avec le temps, avec l'entraînement, avec l'expérience, etc. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est nécessaire pour aller loin en apnée. Alors après, il y a aussi quand même une composante un petit peu génétique, effectivement, où pour les 50 meilleurs apnéistes au monde, effectivement, il y a une capacité à encaisser des taux d'hypoxie au niveau sanguin qui sont très faibles, donc des saturations en oxygène très faibles.
Et ça, même si ça s'entraîne, même si on adapte le corps à ces faibles saturations en O2, il y a quand même une poignée de personnes qui arrivent à gérer ça. Il y a quand même quelques personnes un petit pourcentage de gens, on va dire, qui arrivent à gérer ça d'une meilleure manière que le reste de la population. Et c'est vrai que là, on a un petit pourcentage voilà, de pratiquants d'élite, on va dire, ou qui sont aidés un petit peu par une certaine génétique voilà, qui pourra les aider pour aller très très loin dans l'hypoxie sans perdre connaissance. Donc voilà, effectivement, à ce niveau-là, mais c'est vraiment pas. Voilà, il y a énormément de travail à faire avant de profiter de ça, énormément de travail qui peut être très bénéfique pour aller très très loin en apnée. Et donc, c'est pas forcément qu'une question de cadeau génétique qui va faire de nous des extraterrestres capables d'aller très loin en apnée. Non, c'est surtout du travail et des capacités mentales surtout. Voilà. Et comment justement gérer cette prise de risque, tu vois, le bon équilibre, le bon curseur, c'est finalement de ne pas aller trop loin et de savoir que tu peux te permettre plus, en tout cas de tenir plus longtemps sans respirer. De jauger finalement, tu vois, l'envie de respirer et le besoin vital de respirer. Oui, alors c'est ça, il y a une énorme différence. Bah, c'est quelque chose que j'aime bien. C'est effectivement une phrase que j'aime bien ressortir quand j'explique un peu l'apnée aux gens, aux débutants. C'est qu'il y a une énorme différence entre l'envie de respirer et le besoin de respirer. Et si l'envie de respirer peut arriver très vite, le besoin de respirer réel arrive beaucoup plus tard, lui. Et voilà, alors tout le jeu justement de l'apnéiste de haut niveau et de l'apnéiste en compétition, c'est justement de se rapprocher le plus possible de ce besoin de respirer sans le dépasser, parce que sinon après c'est trop tard. Bien sûr. Donc enfin c'est trop tard, il y a perte de connaissance et on est secouru évidemment par les apnéistes de sécurité qui sont là et qui assurent notre sécurité. Mais effectivement, les performances ne sont pas validées, donc c'est disqualification d'office et on rentre à la maison voilà, la queue entre les jambes, quoi. Ouais. Donc il faut éviter à tout prix de dépasser ce besoin de respirer, hein, et donc qui débouche automatiquement sur une perte de connaissance. Et par contre, le but du jeu, c'est de s'en rapprocher le plus possible et de sortir en pleine possession de ses moyens et de réaliser ce qu'on appelle un protocole de sortie pour valider la performance qu'on vient de faire avec un juge qui va juger l'intégrité l'intégrité physique de l'athlète au moment de sa sortie et qui va valider ou pas la performance. Ah oui, d'accord. Donc ouais, c'est très codifié, c'est très réglementé. Les performances en apnée, c'est si on sort mais qu'on n'est pas conscient, c'est pas validé, hein. Donc il faut à tout prix être en pleine possession de ses moyens. Et justement, si on est allé flirter trop loin avec ce besoin de respirer, et ben on sort pas très très frais, quoi. Et là, en général, soit on perd connaissance, soit on n'est pas assez lucide pour valider ce fameux protocole de sortie. Et donc à ce moment-là, la performance n'est pas validée, c'est disqualification. Donc il faut absolument sortir en pleine possession de ses moyens. Et tout ça est très réglementé, voilà, très codifié avec un règlement fédéral qui est appliqué lors des compétitions. Ouais. Après, comment on sait si on dépasse ou pas cette limite? Ça, je pense que ça vient avec l'expérience, donc ça vient avec la connaissance de soi, la connaissance de son corps, de ses capacités. C'est-à-dire que l'envie de respirer arrive, mais nous, vu qu'on dépasse l'envie de respirer, effectivement, on va flirter avec ce besoin de respirer. Et là, c'est difficile quand on est allé très très loin dans l'envie de respirer, que ça fait très longtemps qu'on a déjà envie de respirer. C'est difficile effectivement de jauger, de se dire bon bah là, est-ce que je suis au max ou est-ce que j'ai encore la capacité de rester 10 secondes, 15 secondes, 20 secondes. Ça peut être assez difficile d'estimer ça, de le jauger, de le mesurer, de le ressentir. Et c'est vraiment, comment dirais-je, c'est vraiment délicat, quoi, en fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a des athlètes en compétition qui sortent en syncope, hein, on appelle ça comme ça, on appelle ça une Ah oui. syncope. C'est qu'en fait, c'est très difficile de voir où est la limite, donc c'est très difficile à toucher du doigt, quoi. C'est-à-dire que moi, une méthode que j'ai pour ne pas aller à l'accident et qui marche assez bien, c'est de fonctionner par étapes. C'est-à-dire que quand je pars en piscine pour une longueur,
je pars toujours avec un objectif maximum à ne jamais dépasser. D'accord. Là, je me dis en compétition, bon, bah, la dernière fois, j'ai fait peut-être, par exemple, 210 mètres à la brasse. Bah voilà, la prochaine compétition, je vais faire 215 mètres et j'irai pas plus loin que 215 mètres. C'est mon Ah oui. objectif maximum. Toi, c'est la Voilà. distance, ce serait pas le temps. Ce serait Oui, oui, vraiment. moi c'est la Oui, distance, hein. d'accord. En apnée dynamique, c'est la distance qui compte, c'est pas le temps. On peut nager rapidement, on peut nager lentement, peu importe. C'est pas le temps qui est pris en compte, c'est la distance. Ok. Le temps n'est pris en compte que dans les épreuves d'apnée statique, où là on ne bouge pas. Ça se fait en piscine aussi, et c'est le temps qui compte uniquement. Voilà. Et sinon, en mer, c'est la profondeur qui compte. Et c'est pas le temps non plus, hein, c'est la profondeur atteinte. Donc c'est les trois principales disciplines, hein, la distance à l'horizontale, le statique et la profondeur. D'accord. Ok, Et ok. donc moi, ma manière de progresser sans aller à l'accident, c'est vraiment de fonctionner par étapes. C'est-à-dire, voilà, c'est ça ce que je disais. J'ai fait voilà 210 mètres à la brasse. Allez, la prochaine, je fais 215 et je vais pas plus loin. C'est Mm. mon objectif ultime. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus sécure de faire comme ça plutôt que de partir en se disant allez, je vais au max, je vais tout tenter, je vais tout donner, et puis on verra bien ce qui sort. Là, ça, c'est le meilleur moyen de sortir, justement, de sortir en vrac, quoi, comme on dit, c'est-à-dire de sortir en syncope. Donc l'idée, c'est de fonctionner par étapes. Voilà, en fonction du niveau qu'on a le jour J, c'est-à-dire de l'état dans lequel on se trouve, de l'état de forme, de l'état mental, de l'état de fatigue, voilà, de l'état d'entraînement aussi, le niveau d'entraînement qu'on a le jour J. Bref, tout ça, c'est à prendre en considération et l'idée, c'est de se fixer un objectif à ne pas dépasser. C'est une méthode assez safe de progresser. Moi, j'ai été 5 fois champion du monde, j'ai jamais fait une syncope de toute ma carrière. Ah ouais, de Donc, toute ta carrière, il n'y a jamais eu ma de. Ouais. carrière, ouais, j'ai jamais fait une seule syncope. Et donc, j'ai toujours fonctionné comme ça, avec des objectifs. Et je pense que même si j'en ai encore sous la pédale et que je sens que je peux encore faire quelques brasses ou que je peux encore donner quelques coups de palme, j'ai atteint mon objectif, je sors. Voilà, même si je sens que je peux encore continuer. Si je peux continuer, pas grave, ce sera la prochaine compétition. Voilà, je me mettrai 5 ou 10 mètres de plus en fonction de ce que j'ai fait là. Et voilà, c'est comme ça que je fonctionne. C'est une méthode qui se rapproche un petit peu de la méthode qui est imposée là aux athlètes en profondeur. C'est-à-dire que c'est une méthode assez safe en fait. En profondeur, les athlètes euh, doivent annoncer une performance à l'avance. C'est-à-dire D'accord. qu'ils doivent annoncer voilà, peut-être moins 100 mètres par exemple. Et le câble est réglé sur moins 100 mètres, ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est-à-dire D'accord. qu'en Bien sûr. profondeur, on n'a jamais un athlète qui dit tiens, bah, je descends et puis on verra bien. C'est toujours une annonce qui est déjà établie, voilà, c'est une profondeur qui est annoncée à l'avance, la veille en général de la compétition, et qui est validée par la direction de la compétition, par les coachs, par l'entourage du plongeur, etc. C'est-à-dire qu'un plongeur ne rajoutera jamais 30 mètres de plus que son max, par exemple. Ouais, bien sûr. Un plongeur qui a son max à 90 mètres à l'entraînement, il va jamais annoncer 120 mètres à la compétition. Mm. Hein, il va annoncer son max à l'entraînement, il va annoncer 90 mètres. Il faut Ouais. toujours, en profondeur, c'est encore plus rigoureux qu'en piscine. Il faut toujours là annoncer une performance qu'on a réalisée à l'entraînement et qu'on est sûr de pouvoir réaliser comment dirais-je, avec aisance. Voilà. Parce qu'avec le stress de la compétition, avec les aléas de la compétition, les imprévus, etc., on est toujours dans des conditions délicates. Et du coup, si on annonce son max, ou un petit peu plus que son max, en général, ça foire. Donc, Mm. c'est pour ça qu'il faut toujours annoncer une profondeur qu'on maîtrise parfaitement. En général, c'est ça la règle, quoi. Et ça t'est Il faut arrivé de faire toujours. ça, de Oui. prendre un peu des risques, d'aller au-delà ou non, tu t'en es toujours tenu autant? C'est-à-dire que j'ai l'impression dans ce sport, quand tu m'en parles, que finalement la préparation, tu es dans un niveau d'entraînement qui sera, on va dire, le plus optimal possible pour le jour J et tu n'iras pas dans des performances, on va dire, moindres. Et le jour J, tu essaieras d'atteindre à minima cette performance. Mais est-ce que parfois, ça t'est arrivé de te dire, OK, j'ai annoncé tant de distance, mais là, je sens que j'ai encore les moyens de faire un peu plus? Ouais, oui, oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver à mon objectif maximum que je m'étais fixé et de me retrouver avec
la capacité de continuer et d'aller plus loin, mais j'ai atteint mon objectif, je sors. C'est vraiment ça la règle. Ouais, d'accord. Donc, je ne vais Ok. pas plus loin que mon objectif. C'est le meilleur moyen de progresser en compétition en apnée sans aller à l'accident. Voilà. Mm. C'est comme ça que progressent la plupart des apnéistes en profondeur. Malheureusement, c'est pas comme ça que progressent la plupart des apnéistes en piscine, mais ils devraient. Ils devraient parce que c'est vraiment le meilleur moyen de progresser en sécurité, en fait, sans aller à l'accident, quoi. Voilà. Ouais, je comprends. En Et- sécurité, c'est très relatif ce que je dis, parce qu'il y a toujours de la sécurité en compétition, même si on perd connaissance. Donc, mais c'est bête, parce que si l'apnéiste sort en perte de connaissance, il est disqualifié, sa performance n'est pas validée. Donc, Mm. c'est vraiment à éviter le plus possible, quoi. Ouais, je comprends. Il n'y a jamais eu de terribles accidents? Si, j'imagine quand même. Même si c'est assez bien maîtrisé. Alors c'est un sport quand même assez sécure, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc les médias nous rabâchent en permanence les oreilles avec un sport dangereux, on frôle la mort à chaque plongée, etc. Alors que pas du tout en fait, hein. Évidemment tout ça c'est pour faire de l'audimat. En fait c'est un sport. Alors, en plus de ça, les médias ne s'intéressent qu'aux accidents justement. C'est vrai, Hein, malheureusement, ouais. on a beaucoup plus de sujets dans les médias sur des apnéistes qui ont des accidents que sur des apnéistes qui ont réussi de belles performances, hein. Ça, il faut le savoir, hein. C'est qu'en général, ça, on n'en parle pas, quoi. Euh, et alors, c'est quand même un sport assez sûr. Donc, c'est vraiment là, en 40 ans de compétition, on a quand même atteint un niveau au niveau des protocoles de sécurité qui est quand même assez abouti. Donc, alors on en apprend toujours, hein, au fur et à mesure du temps, parce qu'on a toujours des imprévus nouveaux qui arrivent et donc on est toujours surpris par des choses qui peuvent arriver. Donc on affine toujours et on peaufine toujours nos systèmes de sécurité, mais on a quand même voilà, des systèmes aujourd'hui qui nous permettent d'éviter la plupart des gros accidents en apnée. Alors on a quand même, ça arrive, hein, qu'il y ait des accidents, voilà, on a des pertes de connaissances. On a des problèmes qui peuvent arriver, un petit peu plus graves aussi d'œdème. On a des œdèmes pulmonaires qui peuvent arriver. Il peut y avoir des accidents de décompression aussi, ça peut arriver. Donc il y a quand même des risques, mais ce sont quand même des risques qui sont très mesurés, qui sont pris en compte et qui sont intégrés voilà, dans des protocoles de sécurité, d'assistance qui sont quand même super aboutis. Donc en général, aujourd'hui en compétition, on a très très peu d'accidents. Et l'accident le plus courant qu'on a, en gros, c'est la syncope, hein, c'est la perte de connaissance. Que ça, c'est relativement bénin, même si c'est pas bien d'en faire tous les jours, parce que je pense qu'on perd quand même quelques neurones à chaque fois. C'est comme un KO en boxe, hein, on ne va pas se prendre un KO tous les jours, parce que sinon on a vite des problèmes, je pense. Donc, il vaut mieux éviter de faire trop de syncopes, mais c'est quand même relativement bénin, entre guillemets, et ça arrive assez souvent sur les compétitions, hein. On a des syncopes à chaque compétition. Et ça, les syncopes, que ce soit en apnée dynamique en piscine, en statique ou en profondeur même, c'est un accident qui est très bien géré par les systèmes de sécurité. C'est-à-dire on a des apnéistes de sécurité qui accompagnent les athlètes. Et dès que l'apnéiste montre des signes de perte de connaissance, il est tout de suite assisté par des plongeurs de sécurité qui vont le sortir de l'eau automatiquement et le remettre à un médecin qui va placer l'athlète sous assistance respiratoire. Donc en fait, tout ça se passe très bien et il n'y a pas de, il y a pas de conséquences graves à ce genre d'accident. Donc la syncope, c'est simplement une perte de connaissance. Quand on est allé trop loin dans l'hypoxie, quand on est allé trop loin dans l'apnée, on perd connaissance. Voilà. Mm. Alors on perd connaissance, en plus on s'en rend pas forcément compte. Et c'est pour ça que la règle numéro un de ce sport, c'est de ne jamais pratiquer seul, hein, parce qu'on peut se noyer même dans sa baignoire si on perd connaissance. Ouais. Donc, toujours se faire surveiller par quelqu'un qui est capable de repérer les accidents en apnée et d'intervenir face aux accidents en apnée. Donc, toujours se faire surveiller par quelqu'un qui a été formé, hein, et pas par n'importe qui. Mhm. Donc, ça, c'est vraiment la règle numéro un. Mais si on respecte cette règle-là, en fait, c'est un sport très sûr. Et je vous dis, hein, même voilà, en compétition, les syncopes sont pris en charge très très bien. Voilà, même en profondeur, hein, même si l'apnéiste fait une syncope profonde, hein, ce qui est très rare, ce qui est rarissime, moi je crois que j'ai vu ça qu'une seule fois,
Euh, Si l'apnéiste fait une syncope profonde et qu'il n'est pas encore au contact des apnéistes de sécurité, en général, les apnéistes de sécurité viennent chercher les athlètes à 30 mètres à peu près, parce que la quasi-totalité des syncopes en apnée profonde se font sur les 30 derniers mètres avant le retour à la surface. On n'a D'accord. jamais de problème au fond, mais si jamais il y a un problème au fond et une syncope vraiment profonde, on a des systèmes de sondeurs qui voient l'athlète évoluer au fond, donc on voit si l'athlète d'un coup ne bouge plus. Et on a là des systèmes de contrepoids qui remontent le câble et l'athlète avec, parce que les athlètes sont toujours longés au câble. On a toujours une longe qui est accrochée au poignet, qui est accrochée au câble. Mhm. Donc, si jamais il y a une perte de connaissance, une syncope profonde, il y a des systèmes de contrepoids qui ramènent tout à la surface très très vite. Voilà, donc on a vraiment Ouais, aujourd'hui on a tous les systèmes qui permettent d'assister un ouais, plongeur qui sont en ouais, donc difficulté, plutôt bien même en encadré. profondeur. Ouais, ouais, c'est très bien encadré. Voilà, alors on a eu des accidents graves, il y en a eu, pas le cacher. Donc c'est quand même un sport extrême, c'est quand même un sport engagé. On a eu quelques accidents graves, malheureusement, sur les 40 dernières années, mais c'est dérisoire Bien sûr, par par rapport rapport à la Formule 1, au parapente, je sais pas moi. Ouais, bien sûr. C'est Ouais, pas l'image qu'il faut voilà, retenir de ce sport. exactement. Je pense qu'effectivement, les médias, ils focusent toujours sur le négatif et ce qui fait vendre. Comment tu te prépares mentalement parce que j'imagine que c'est donc le mental a quand même a une immense place dans ce sport. Comment tu te prépares mentalement? Est-ce que tu es accompagné par des sophrologues ou des coachs? Est-ce que tu as certains rituels qui permettent un peu d'entretenir ton mental? Non, pas vraiment. Non, non, il n'y a pas de coach mental, il n'y a pas non, de sophrologue ou quoi. Je suis pas sûr que ça aide vraiment. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en soi, quoi. Voilà. D'accord. C'est vraiment une discipline, capacité à se dépasser. Voilà, c'est quelque chose d'assez constitutif, d'assez personnel. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut avoir en soi. Voilà. Mm. Cette capacité à se dépasser dans l'envie de respirer. Alors en plus, on n'est pas tous égaux par rapport à ça, c'est-à-dire qu'il y a des apnéistes qui ont envie de respirer très tôt, comme moi, et des apnéistes qui ont envie de respirer très tard, comme d'autres. Et ça va pas être le même travail pour l'un ou pour l'autre. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, c'est très dur l'apnée. C'est-à-dire que j'ai envie de respirer très tôt, donc le travail de dépassement de soi arrive très tôt et très long et très intense. Euh, D'autres apnéistes ont envie de respirer beaucoup plus tard. Ils ont ce qu'on appelle une zone de confort beaucoup plus grande. Et du coup, pour eux, c'est beaucoup moins dur, forcément. Alors ça, cette zone de confort, c'est aussi quelque chose qui se travaille. On apprend à repousser l'envie de respirer avec l'entraînement, avec le mental, etc. Mais grosso modo, il y a quand même des profils d'apnéistes. Et il y a des apnéistes qui ont envie de respirer plus tôt, d'autres plus tard. Et voilà, moi, je fais partie de ceux qui ont envie de respirer assez tôt. Et donc, c'est là que ça demande une capacité à gérer cette envie de respirer et à réussir à aller loin et à continuer malgré l'envie de respirer qui est présente. Et donc ça, c'est pas, je pense, c'est pas quelque chose qui s'apprend avec un sophrologue. Honnêtement, c'est quelque chose qui s'apprend en pratiquant, en s'entraînant, en allant 2, 3, 4 fois par semaine dans l'eau, s'entraîner, faire de l'apnée. Voilà, et mettre en place des protocoles d'entraînement en hypercapnie, en hypoxie, voilà, en résistance mentale. Enfin, c'est vraiment un travail au quotidien en fait. Et je suis pas sûr qu'un sophrologue ou autre ou un coach fasse vraiment la Ouais. différence là-dedans. En fait, je pensais à l'accompagnement un peu effectivement sophrologue pour effectivement peut-être que de l'apnée statique. Alors je sais pas, mais tu vois, je me dis comment parvenir finalement à s'établir des barrières mentales pour pas laisser trop passer des pensées envahissantes ou des pensées négatives qui auraient envie de plutôt t'entraîner vers le haut et à sortir de l'eau et, Ouais, euh, et réussir à ne pas penser tant, mais tu vois, être dans un ouais, certain flot ouais. sous. Tout à fait. Bah,
Ça, c'est très différent selon les apnéistes. Donc, c'est-à-dire que c'est un sport qui demande beaucoup de concentration avant de partir donc, pour une grosse performance. Et il y a certains apnéistes qui arrivent à se concentrer, à se mettre dans leur but, etc. Il y en a d'autres qui sont très vite distraits par ce qui se passe autour et qui ont besoin d'être dans des conditions de calme absolu, de silence, etc. Donc tout ça est vraiment très propre à chacun. Et après, dans l'apnée en elle-même, c'est pareil. Il y a des apnéistes qui arrivent à faire abstraction assez facilement de tout ce qui se passe autour et justement de cette envie de respirer. Et il y a d'autres apnéistes qui sortent au moindre problème, au moindre bruit qu'ils entendent en surface, qui sont très vite excédés par ce qui se passe autour et qui ont du mal à gérer cette épreuve. Et ça, c'est vraiment propre à chacun, en fait. Hein. Moi, je sais que j'y arrive assez bien. Ça me dérange pas trop, par exemple. Voilà. Donc, j'arrive en piscine quand il y a du brouhaha autour, qu'il y a du bruit, j'arrive à rester dans mon truc et continuer à me battre dans ma performance. C'est pas quelque chose qui me gêne trop. Donc, C'est une sacrée force, ça. mais Ouais. de quoi? Ça, c'est une sacrée qualité, je pense. C'est un sacré atout. Oui, mais bon, voilà, je sais pas, ça vient tout seul, donc je sais pas trop. C'est vraiment, je me prépare pendant 2 heures moi avant une grosse apnée, donc avec pas mal d'exercices de respiration, de visualisation, pas mal d'apnée à sec, d'échauffement, voilà. Et en fait, au moment de partir, je suis dans un état assez hypnotique en fait. Hein, je vois plus grand chose de ce qui se passe autour. J'entends plus grand chose non plus et je suis uniquement focus, concentré sur ma performance, sur mes objectifs et prêt à en découdre en fait. Je Mm. sais que ça va être dur, voilà, je sais que ça va être dur, que ça va être un moment difficile, que ça va être, il va falloir se dépasser, il va falloir travailler sur soi, sur l'envie de respirer, que ça va être, voilà, que ça va pas être facile. Et donc je suis conditionné en fait à ce qui m'attend. Voilà, donc mais voilà, moi je sais pas, moi c'est comme ça que je fonctionne, d'autres fonctionnent autrement. Après, on est plus ou moins sensible, sujet aussi, voilà, à l'environnement, à ce qui nous entoure. Et c'est vrai que je peux comprendre qu'il y en ait qui soient agacés d'avoir des bruits autour, d'avoir des pensées parasites qui viennent les bloquer dans leur performance. En tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui arrive assez souvent, ouais. Mais en même temps, c'est tellement dur que quand on est en apnée et que ça commence à être vraiment dur, que ce soit en apnée dynamique ou en apnée statique, en profondeur, c'est un peu différent. Mais en apnée dynamique ou en apnée statique, quand ça commence à être vraiment, vraiment dur, c'est vrai que il suffit de pas grand-chose pour sortir pour craquer et sortir, quoi. C'est Ouais. vraiment, faut vraiment être solide mentalement, quoi. Voilà, c'est là que ça demande vraiment beaucoup de solidité au niveau mental, beaucoup de capacité de dépassement de soi, etc. En apnée en profondeur, c'est un peu différent. On a moins cette difficulté-là. La difficulté est ailleurs en profondeur. Elle Ouais. est plus Et alors, ouais. Pardon? non, non, mais je pensais justement aussi cette solidité mentale dont tu parles. On n'a pas abordé l'apnée sous glace que tu pratiques aussi. Mais là, avec les conditions extrêmes extérieures, ça va être encore plus impactant sur le corps. Ouais, alors là, pour le coup, sous la glace, il n'y a pas beaucoup de bruit. Je suis pas embêté par le brouhaha dans la piscine, ça Ouais, va. c'est une autre. Non, mais je veux dire, c'est quand même Oui, un événement ouais, qui, ouais, ouais, non, mais. Ouais, ouais, ouais. on va Oui, dire, il y a il y corps, a un contexte. mental, même. Ouais, j'imagine que ton système immunitaire, il réagit totalement différemment dans ces conditions extrêmes, non? Ouais, le système immunitaire, alors le corps surtout, la physiologie du corps, donc c'est-à-dire le système cardiovasculaire, le, le corps réagit face au froid. Oui, disons que là, il y a un contexte qui est assez stressant parce qu'effectivement, on est dans une eau très froide sous la glace. Donc il y a un contexte assez particulier, quoi. Enfin, je veux dire, on se retrouve pas tous les jours dans ce genre d'endroit. Et là, bon, il faut le gérer. Voilà, c'est pareil, hein, ça demande du travail, de la concentration, du lâcher prise. Voilà. Bon, là, alors, en sous glace, il y a une dominante qui n'existe pas en piscine, c'est la prise de risque. Mm. Ça, c'est quelque chose qui existe en profondeur, par exemple. Hein, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure. La difficulté en profondeur,
elle est beaucoup moins dans l'envie de respirer, hein, elle est surtout dans la gestion de la prise de risque et le relâchement. Donc rester relâché malgré l'engagement, malgré la prise de risque. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en piscine, hein. Par contre, en piscine, on a l'envie de respirer, qu'il faut Mm. réussir à gérer. En profondeur, on a beaucoup moins envie de respirer, on est moins soumis à ce problème-là. Mais là, par exemple, sous la glace, j'avais tout. Là, j'avais toutes les difficultés. C'est-à-dire qu'on a la difficulté de l'envie de respirer, parce qu'effectivement, on est sur de l'apnée dynamique, donc c'est une apnée assez longue. En plus, on est dans de l'eau froide, donc on a envie de respirer très vite, hein. L'eau froide déclenche assez vite l'envie de respirer. Et en plus de ça, on a la composante prise de risque, avec la glace qui est au-dessus de la tête, donc on ne peut pas sortir quand on veut. C'est Donc clair. disons que c'était une apnée pour laquelle il y a tous les inconvénients, hein. C'est-à-dire qu'on a les inconvénients de la piscine et les inconvénients de la profondeur. On a la prise de risque et la difficulté au niveau de l'envie de respirer. Donc c'était assez engagé, ouais, mais c'est pour ça que je l'ai fait aussi, hein. C'est parce que c'était quelque chose d'engagé, de très avec un challenge assez important. Et voilà, c'est pour ça que je vais le refaire d'ailleurs aussi, en ajoutant un petit peu de piment encore, parce que je vais le faire sans combinaison la prochaine fois. Ah ouais. Ce sera la même chose en speedo. Ouais. Ouais. Donc là, il y a une composante acclimatation au froid aussi qui est très intéressante au niveau médical. Voilà, donc il y a au niveau de l'apnée aussi. Euh, mais oui, c'est-à-dire que sous glace, voilà, il y a le contexte donc, qui est très stressant. Et au moment où on part, oui, c'est comment dirais-je, c'est pareil, il faut être concentré, oublier les éléments extérieurs qui viendraient parasiter la concentration, essayer d'oublier justement le contexte stressant de la glace, de l'eau froide, essayer de dépasser ça, quoi. Il faut essayer d'oublier un peu la peur qui va avec tout ça. Et, et d'ailleurs, au moment de partir, c'est assez. On est dans un état très hypnotique, enfin, moi, en tout cas, c'est le cas, un peu comme en piscine, hein, c'est-à-dire avant de partir, j'ai fait une préparation avant qui a duré 2 heures à 3 heures, avec beaucoup d'exercices de ventilation, de visualisation, de concentration, voilà, d'apnée successive, d'échauffement. C'est Au moment de partir, je suis vraiment vraiment très détendu, très relax, dans un état semi-hypnotique, très détaché, quoi. Et au moment où je me lance en fait sous la glace, là, j'ai plus peur en fait. C'est-à-dire que j'ai peur avant, j'ai peur le matin, j'ai peur en arrivant sur le site, j'ai peur la veille, j'ai peur la semaine qui précède, etc. Mais au moment de partir, en fait, je, je laisse cette peur derrière moi, quoi. C'est vraiment un abandon à comment dirais-je, une certaine forme d'abandon à une destinée, à un chemin, à quelque chose qui s'ouvre devant moi et voilà, ma bonne étoile, quoi. Je m'abandonne à ma bonne étoile, en fait. Et je me dis, bon, voilà. Là, je suis là aujourd'hui, je suis là pour faire ça. Je me suis préparé. C'est maintenant. Et j'y vais. Voilà, point barre. Et en fait, je me pose même pas de questions, quoi. Parce que si je me pose des questions, évidemment, j'y vais pas. Ouais, bien Sous sûr. la glace, en apnée, euh, essayer de nager à 175 mètres sous la glace, sous 80 cm de glace, Oui. si je réfléchis, j'y vais pas. Donc voilà, au moment de partir, c'est une certaine forme, voilà, d'abandon à quelque chose voilà, quelque chose qui me dépasse un petit peu, quoi, voilà. Et Donc, t'as jamais renoncé? T'as toujours réussi à mettre la peur derrière toi et y aller? Ou il y a eu des moments où ouais, j'ai pas fait beaucoup d'apnée sous glace, hein. J'ai fait quelques mises à l'eau avant mon record et puis le record. Donc, je suis pas un, comment dire, c'est pas un truc que je fais tous les jours, quoi. Donc, les quelques fois où je l'ai fait, oui, je me suis jamais posé la question. Je me pose la question avant, mais au moment d'y aller, je me pose plus la question, en fait. ouais. J'y vais, quoi. Et alors en profondeur, si, ça m'est déjà arrivé de ne pas aller plonger parce que
parce que je me sentais pas d'y aller, quoi. C'est déjà arrivé. Un matin, je me lève, j'ai pas envie. Il y a quelque chose qui me dit de pas y aller ou quoi. Et oui, j'y vais pas. Je récupère et j'y vais le lendemain, quoi. Ça arrive, mais il faut pas avoir peur de faire ça. Faut surtout pas se forcer à plonger. Hein. C'est pas que ce soit en apnée dynamique, en apnée en profondeur, sous glace, statique ou quoi ou autre. Hein, toutes les disciplines. Il faut pas se forcer. Hein. Il faut avoir envie d'y aller. Hein. Alors de temps en temps, il faut se botter un peu le cul pour aller à l'entraînement parce qu'il fait froid, c'est l'hiver, on n'a pas envie d'y aller, machin. Mais au final, quand on est dans l'eau et qu'on fait les séries et qu'on sort de l'entraînement, on est toujours content d'y être allé. Donc c'est surtout ça. Alors, si on n'a vraiment pas envie d'y aller, il faut savoir s'écouter aussi. Et voilà, si on a peur d'y aller, bah faut pas y aller. Hein. Faut rester tranquille à la maison. Et puis le lendemain, on dort, on récupère, on dort bien. Et le lendemain, on y va, quoi. Donc, Ouais, bien sûr. ça m'est déjà arrivé, ça, en profondeur, hein, d'avoir ce genre de réflexion et d'attendre et d'y aller le lendemain, quoi. Oui, ça m'est déjà arrivé. Mais en tout cas, voilà, pour ce qui est de l'apnée sous glace, au moment où je m'élance, voilà, c'est vraiment ça, quoi. Je m'en remets à ma destinée, au chemin qui est ouvert devant moi et j'ai plus peur, en fait. Je crois en ma bonne étoile et ça, je pense que c'est nécessaire quand on fait ce genre de truc, quand on accomplit ce genre de choses, d'avoir une certaine forme comme ça de mysticisme et de réflexion en fait sur la vie, sur soi, sur son passé, sur son futur aussi, sur le moment présent. Euh, je pense que tous les personnages qui ont effectué des choses un peu singulières comme ça au cours du temps. Hein. Je pense à voilà, des grands sportifs, des grands explorateurs, des grands scientifiques, euh, des grands aventuriers, je sais pas. Je pense que enfin, ou une grande majorité doit avoir ce genre de vision un peu mystique de leur destinée, de leur comment dirais-je, de leur vie, quoi. Ils ont forcément ce genre de. Parce que sinon, on fait pas ce genre de truc. On est arrêté par la peur, on est arrêté par la rationalité, on est arrêté par le, comment dirais-je, par le bon sens presque. Ouais, Hein, bien donc, sûr. il faut avoir une certaine forme de folie d'abandon à quelque chose qui nous transcende, voilà, pour faire ce genre de choses. Sinon, on fait pas ce genre de truc. Mais j'en suis persuadé. Hein, voilà, je pense que moi, j'aime bien prendre l'exemple de Neil Armstrong. Hein. Quand il a posé le lemme sur la Lune, il avait plus la peur de la mort, quoi. Il l'avait pas là à ce moment-là. Il pensait même pas à ça. Je veux dire, il pensait même pas à savoir s'il allait réussir à rentrer sur Terre. Il était en train d'accomplir sa destinée. Il le vivait pleinement et il était présent totalement à ce qu'il faisait à ce moment-là et il croyait en sa destinée et en sa bonne étoile, quoi. Voilà, il était là-dedans, c'est sûr et certain, quoi. Sinon, on fait pas ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est Alors, je clair. compare pas du tout ce que j'ai fait à ce qu'a fait Neil Armstrong, attention. Hein. Ouais, ouais, Mais non, mais je comprends bien la démarche. Et ce serait quoi les conseils que tu donnerais au jeune Arthur qui aimerait se lancer dans l'apnée? jeune Arthur, Mm. euh, Alors, t'es jeune, hein, bien sûr, hein. J'ai bien noté. bah, que on n'est pas forcément tous là pour faire de la compète, on s'en fout. Hein. Faut surtout prendre du plaisir sous l'eau. Parce que là, quand je raconte tout ça, ça a l'air difficile, ça a l'air horrible, etc. Là, je parle uniquement d'apnée en compétition, attention. L'apnée loisir, c'est que du plaisir. Hein. On reste dans sa zone de confort où on va un tout petit peu dans l'envie de respirer, mais pas beaucoup. Et si on y va, c'est uniquement par plaisir ou par curiosité. Donc c'est que du sport bien-être, en apesanteur, dans l'eau, au contact avec l'élément, dans le silence. Voilà, on vole, hein, on vole sous l'eau littéralement. On est en chute libre. C'est très très agréable ce sport. Donc le conseil que j'aurais à donner, c'est surtout prendre du plaisir, se rapprocher d'un club ou d'un instructeur, hein, surtout pas faire ça tout seul.
Donc il y a des clubs un peu partout, il y en a partout en France maintenant des clubs, hein. C'est un sport qui s'est vraiment largement développé. Donc il ne faut pas hésiter à regarder sur Internet s'il y a un club à proximité. Et l'idée, c'est vraiment de s'inscrire dans un club et de commencer l'apnée surtout en prenant du plaisir. Voilà. Je dirais qu'au début, c'est surtout ça. C'est apprendre à mettre la tête sous l'eau en arrêtant de respirer, apprendre à bien respirer, justement, avant d'aller mettre la tête sous l'eau. Donc apprendre à bien respirer, à se servir de son diaphragme correctement, apprendre à se calmer grâce à la respiration, c'est aussi ça, beaucoup l'apnée. Mm. Apprendre ensuite à mettre la tête sous l'eau, à rester calme, à rester détendu, apprendre à profiter de cet instant coupé du monde extérieur, hein, dans le silence, apprendre à profiter de la pesanteur pour glisser sous l'eau, pour avancer avec une nage efficace, à être aquatique. Voilà, c'est apprendre en gros à dompter un milieu qui n'est pas le nôtre et à essayer de faire ça avec beauté et avec grâce, quoi, voilà. Et d'en tirer un maximum de plaisir. Voilà, en gros, je dirais que ça, moi, c'est mon conseil. Je pense que c'est le meilleur. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse donner, quoi. Pas forcément se focaliser tout de suite sur la compète, aller plus loin que son voisin, etc. Ça vient éventuellement après, mais au début, voilà, c'est surtout se faire plaisir, quoi. Ouais, bien sûr. Et alors, tes prochains challenges, tu as évoqué celui de challenge sous la glace sans combi. Tu aurais plus de détails à nous communiquer? Ce sera un record qui normalement aura lieu en mars 2022. D'accord. Ce sera un record qui sera homologué par la Confédération mondiale des activités subaquatiques, normalement, la CMAS. Peut-être par Guinness aussi, mais je ne suis pas sûr, parce que les conditions pour homologuer les records par Guinness sont assez difficiles à mettre en place. Donc je vais voir. En tout cas, par la Confédération mondiale, ça c'est sûr et certain. Ce sera au moins homologué par la CMAS. Voilà, donc ce sera au Canada. D'accord. Normalement, ce sera au Canada. Mars 2022, ce sera donc à la brasse, donc sans palme, sans combinaison. Mhm. Et pour l'instant, le record est établi à 101 mètres. Donc j'annonce 102 mètres. Voilà. Ok. J'annonce un record à 102 mètres. L'eau sera entre 0 et 2 degrés. Et en toute logique, il devrait y avoir pas mal de posts réguliers, de médias, voilà, et même un documentaire, voire même peut-être deux, qui seront tournés sur cette préparation et cette tentative de record. Donc voilà, si vous voulez suivre ces péripéties, ces aventures, ce sera sur mes réseaux sociaux et sur les médias qui couvriront cette préparation et ce record. Et ça, ce sera connu, ce sera des choses que j'annoncerai sur mes réseaux sociaux aussi. Super. Donc voilà, ça sera retransmis, quoi, normalement. Ouais. Bon, ben, on espère de tout cœur que le challenge pourra avoir lieu et que tu atteindras ces 102 mètres. On arrive à la toute fin du podcast. Déjà, moi, je te remercie pour tous ces messages que tu as réussi à faire passer en très peu de temps. Si tu avais un dernier message que tu aimerais faire passer à la communauté Agoyamam, donc justement, qui sont des personnes qui ont envie de se lancer dans les challenges, qui n'ont pas forcément toujours la petite impulsion, quel serait le message que tu aimerais leur faire passer pour aller au bout de leurs rêves? Bah, pour aller, pas forcément, on parle pas forcément d'apnée alors là. Pas forcément d'apnée, plutôt vraiment dans le dépassement de soi de façon globale. Alors, Heu, réussir à sortir de sa zone de confort, hein, tout simplement. Alors au début, pas forcément en atteignant l'objectif ultime qu'on se fixe, hein, mais en réduisant ses objectifs et tout de même en réussissant à sortir un peu de sa zone de confort. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Alors au début, on le fait un tout petit peu, c'est difficile, c'est pas confortable, c'est chiant, voilà. Mais petit à petit, c'est de moins en moins difficile et puis ça devient même quelque chose de plaisant après de sortir de sa zone de confort. Ça devient quelque chose même d'indispensable à terme. Donc l'idée, c'est voilà, sortir le plus souvent possible de sa zone de confort. C'est aussi quelque chose, je pense moi, qui ajoute du piment à la vie, hein, parce que
rester devant Netflix toute la journée, en fait, on reste dans sa zone de confort, c'est cool, mais en fait, on fait rien, quoi. Donc, ou rester dans le cadre de son boulot, ou dans le cadre de son, je sais pas, de sa petite vie confortable, sans prise de risque. Il y a des gens qui sont comme ça, je respecte, hein, mais c'est vrai que moi j'ai une vision de la vie qui est un peu plus pimentée que ça, on va dire, et je pense que voilà, beaucoup de gens se retrouveront sûrement là-dedans, et le meilleur moyen de se sentir vivre par rapport à ça, ces préceptes-là, c'est de sortir le plus souvent possible de sa zone de confort. Voilà, c'est-à-dire, peu importe le domaine, hein, alors moi je le fais dans l'apnée, mais je le fais aussi par exemple quand je fais des conférences, je le fais aussi quand je vais voir des sponsors, des partenaires, quand je vais vendre un projet à des diffuseurs. Voilà, il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. Ou alors je le fais aussi même quand je m'entraîne, hein, quand je suis à la salle de sport, quand je vais en montagne faire des randonnées, quand je vais courir, enfin, quand je vais nager en mer. Voilà. L'idée, c'est de sortir de sa zone de confort. Au début, c'est difficile, et puis c'est de moins en moins difficile, et finalement, c'est de plus en plus plaisant, et au final, ça devient indispensable. Voilà. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et en fait, peu importe réellement si on n'atteint pas, ou si on atteint son objectif final qu'on s'est fixé au début. En fait, le plus important, c'est de se rendre compte après 5, 10, 15, 20 ans de rythme comme ça, qu'en fait, on passe une vie formidable à faire des choses extraordinaires, et des choses dont on se souvient, en fait, qu'on regrettera jamais, quoi. Parce qu'au début, c'est difficile, ouais, de se mettre dans de l'eau à 8 degrés, c'est difficile. Mais 10 ans plus tard, on s'en souvient, quoi, et on raconte ça à ses gamins, et c'est génial, et nous, on a l'impression d'avoir vécu quelque chose d'extraordinaire aussi, quoi. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment ça, c'est sortir le plus souvent possible de sa zone de confort, et c'est le chemin qui est important, c'est pas le fait d'atteindre forcément l'objectif, ou le record, ou autre, quoi. Voilà, Super. c'est ça que j'aurais à dire. Ben, merci beaucoup Arthur pour ce beau message final. Je pensais que tu avais déjà dit beaucoup de choses en termes de message, mais bon là ça vient vraiment sublimer tout ton propos. Merci beaucoup Arthur. Je C'est te à souhaite toi. une belle continuation et plein de bonnes choses pour ton prochain challenge que je vais suivre de très près et que je pense qu'on sera beaucoup à suivre. Merci beaucoup Arthur. Avec plaisir. Au revoir. J'espère que ce nouvel épisode d'Agoyamam vous a plu. Merci beaucoup à vous de nous écouter, d'être à chaque fois de plus en plus nombreux. Si vous aimez notre projet, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous partager votre ressenti. Retrouvez-nous sur la plateforme agoyamam.com ou sur notre compte Instagram agoyamam pour ne rater aucune bonne énergie. Et nous espérons que toutes ces bonnes ondes vous permettront d'accomplir au mieux vos projets pro, mais aussi perso, et surtout vous fileront un sacré coup de boost. À très vite.